Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le nouvel ordre mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation ». Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, where and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. Anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. We have before us the opportunity to forge
for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le nouvel ordre mondial se tient d'ici aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Le grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps. Thierry Bolton? Oui. C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez? Très bizarre. Pourquoi c'est une idée de droite alors? Parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'il avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et l'Ukraine, on est au bord d'une... On est absolument au bord de la guerre mondiale. De la guerre mondiale? Oui, parce que pour moi, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais nous sommes dans une guerre civile, dont, à mon avis, on n'aurait pas dû se mêler. Une guerre civile entre les Russes pro-russes et les Russes différents qui sont en Ukraine, une partie des Ukrainiens. Et cette guerre civile peut, si on s'y laisse entraîner, conduire à une guerre mondiale. Absolument. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. And today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Time and time again about a new world order. And this is the best chance to begin to establish the new world order. And that's why the stakes are so high. From 1945
1945 and the end of the war through 1989 and the end of the Cold War, we had a worldview. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive. But it is the awareness itself that will drive the change, and one of the ways it will drive the change is through global governance and global agreements. Now, much has been said by the Secretary of State and others about a new world order, about a defining moment in history. I have no doubt about the potential of this moment to be defining in terms of history, but that definition can be negative as well as positive. And how negative or positive it will depend on what kind of new world order we really create. Tant de donner un nouveau visage à la mondialisation, tant de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tente une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti Socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire, international. Can it truly be said that these create a new world order? Can it really be said that we're building a new world order when it's almost exclusively the United States who will be fighting in the desert? Not alone, but almost. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. None of the most important countries which must build a new world order have had any experience with the multi-state system that is emerging. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions, or on so global a scale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration, de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que s'il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. And that great seal of the United States has on it, Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. Voici Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, qui déclare, je cite, « l'autorité absolue du gouvernement mondial pour diriger les affaires du monde, des peuples trop simples d'esprit pour gérer leurs propres affaires. » And for the international order
that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 1700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. You believe deeply in your system, and we believe just as deeply in our system. It is not our confidence that each of us has to build a new world order. It's about the future of the whole region. It's about the future of Europe and a new world order. Came a new Europe, a new world order, a new consensus as to how life should and could be lived. And people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And what was not foreseen then, but is obvious now from everything that we see and do. La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et ben là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. In the new world order should be. It's always been seen as the global policeman. But today, with Asia already outproducing Europe, India and China are clearly becoming part of our new order. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. The affirmative task we have now is to actually create a new world order, because the global order is changing again. And the institutions and the rules that worked so well in the post-World War II era for decades, they need to be strengthened. Means for young people to get ahead. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. No. I mean, there is a conflict about what the mission is. The United States says that Gaddafi must go. Members of the coalition say this is strictly a humanitarian mission. How can the coalition work together when they can't agree on what the goals are? But what does the new world order mean for countries like ours who are looking to succeed? I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial émerge. During the conflict with Saddam Hussein, which he handled so superbly in a short-term sense, but he kept talking about a new world order. And then President Bush, at the end of that war, promised he would give 4 graduation addresses, 4 commencement addresses, describing that new world order and what America's role was going to be in it. Turned out he gave one of those addresses and canceled the other 3 and talked about something else. That's what, because they weren't. And this present window of opportunity, during which a truly peaceful and interdependent world order might be built, will not be here for too long. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux 3 côtés d'une pyramide. Coincidentally, there are 3 parts of the pyramid.
L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. À présent, l'Union européenne cherche désespérément à faire ratifier une constitution par les pays membres, en vertu de laquelle les gouvernements déjà imposants de chaque État souverain seront dirigés par un gouvernement encore plus imposant, appelé Union européenne. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. Mais, très sincèrement, moi j'ai le sentiment que cette élection présidentielle, je ne veux pas dire qu'elle est la dernière, mais presque. C'est-à-dire que là, si Macron est élu, à ce moment-là, la France n'existera plus, elle sera détruite. Enfin, pas détruite, mais elle sera diluée dans l'Europe. Plus aucun homme politique français n'aura son mot à dire. Tout le pouvoir sera transféré à Bruxelles. Et d'ailleurs, tant et si bien, puisque Macron lui-même avait demandé que l'Europe nomme un super ministre de l'économie. Et à ce moment-là, en France, on n'aura plus de ministre de l'économie. Voilà, ce serait ce ministre de l'économie à Bruxelles, de l'Union européenne, non élu, je précise, qui va prendre toutes les décisions pour nous. Voilà. Donc, pour devenir encore plus esclave, votons Macron. Hein, voilà. Je peux résumer ça comme ça. Moi, si j'avais une chose... Écoutez, moi, ça fait 8 ans que vous le savez, hein, que je chronique toute cette mascarade financière de tous ces banquiers qui... Pas un n'a été mis en prison. Pas un. Je parle des grands banquiers. Pas un. Ou des gens de Standard & Poor's, Fitch, etc. Pas un. Vous vous rendez compte? Pas un. C'est que des lampistes, etc. Mais là, les banques vont prendre le pouvoir, les multinationales vont prendre le pouvoir. Ça sera ça sera plus la France. Ça sera la dilution totale de la France. Donc, je suis souverainiste, je suis profondément anti-européen parce que j'ai vu les méfaits de l'Europe. Hein, j'ai vu. C'est un exemple que je dis souvent, que je donne souvent. À l'époque, j'avais deux jeunes enfants, on va dire. Hein, je ne sais plus quel âge ils avaient, 3 ou 5 ans, peu importe. On est passé à l'euro. Hein, on est passé du franc à l'euro. Et on nous avait présenté ça comme le grand avenir formidable, ça va être l'emploi garanti pour tous, enfin bref, le paradis sur terre, j'en passe et des meilleurs. L'euro était la chose qui allait régler tous nos soucis. Résultat des courses, grosso modo, je crois que c'était 5-6 mois après, pour la première fois de ma vie, quand j'ai regardé mes découvertes bancaires parce qu'on était passé à l'euro, et en fait, je me suis rendu compte que tout a été multiplié par 6, et que les seuls grands bénéficiaires de ça étaient les industriels, et en particulier les industriels, les grands industriels américains, parce que si vous regardez tout ce que vous achetez chez Carrefour, machin, Auchan, etc., grosso modo, ça appartient à une... Les résultats du second tour de l'élection présidentielle constituent une très grande victoire. Oh, certes pas une victoire pour les Français, mais une victoire pour l'oligarchie économique, financière et industrielle qui a fait main basse sur la démocratie dans notre pays en asservissant à son profit la quasi-totalité des médias de masse. Avec une outrecuidance sans précédent, c'est Jacques Attali en personne qui nous avait prévenu de la manipulation à venir lorsqu'il avait annoncé sur BFM TV le 27 août 2014 qu'Emmanuel Macron, alors totalement inconnu du grand public, avait, paraît-il, l'étoffe d'un présidentiable. Cette déclaration donna le coup d'envoi à une gigantesque entreprise de manipulation de l'opinion publique qui s'est étalée sur plus d'1 an et demi afin d'imposer dans la tête des Français l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Rien qu'au cours de l'année 2016, plus de 17 000 articles de journaux,
75 couvertures de magazines et des centaines d'heures de passage dans les plus grands médias audiovisuels du pays ont été consacrés à ce personnage et ont été assortis des commentaires les plus ridiculement dithyrambiques. Cette promotion, organisée comme celle du lancement d'une nouvelle lessive, s'est faite plus insistante encore depuis le début de l'année 2017. Le résultat est là. Emmanuel Macron est hélas élu pour 5 ans. Il va pouvoir appliquer servilement les grandes orientations des politiques économiques dopées de la Commission européenne, dont j'ai été le seul à alerter les électeurs pendant la campagne présidentielle. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels, avec des bureaux à travers le monde à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir quand on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Je leur dis, il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement le nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça, vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Doisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'Eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour rouler, j'ai lu to trick, rouler, tromper, pour tromper le public français,
en lui faisant accepter des réformes convenables, dont celle du marché du travail. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas dans les marchés, on va pas s'embarrasser de finasserie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles que tout le monde, dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, il rentre ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrivera peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides. Maintenant, il y a un danger qui se présente, c'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « Oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ». Et bien sûr, il est bien obligé, parce que avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est que à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui, parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon. Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites, il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça? Oui. Donc là, jusque-là, dans les trois cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les trois cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, ben, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez, en fait. Je propose un quatrième cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris... La prise de la Bastille. Pardon ? La prise de la Bastille numéro 2. Hier à Paris, il y avait, bon, on va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Bah là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est d'un être humain, c'est pareil. On a l'exemple de l'entre-deux-guerres, on a l'exemple de l'Argentine, on a l'exemple de la Suède. Mais les dirigeants européens obsédés par la défense d'un système qui ne peut pas marcher,
vont précipiter dans le chaos politique ces pays. Alors pourquoi on a une responsabilité. Ils sont pas complètement crétins, on va dire. Ils connaissent ces exemples historiques. Pourquoi, à tout prix, veulent-ils maintenir l'euro avec ces politiques que vous nous décrivez comme mortifères? Parce que c'est une religion. C'est devenu une religion, un dogme. Comment voulez-vous qu'une oligarchie qui gagne, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une oligarchie qui a mis la main sur l'Europe. Qui gagne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez les principales multinationales, les banques, parce que ces plans n'aident pas les pays, ils aident les banques. Et une fois que les banques auront retrouvé leurs biens, les contribuables français et allemands paieront la dette de la Grèce. Les banques, ce que j'appelle ces dirigeants en apesanteur, messieurs Barroso et consorts, qui ne représentent personne, qui n'ont jamais été élus. Hein, plus des dirigeants européens qui sont leurs collaborateurs. Et je pèse mes mots. Cette petite classe... Des dirigeants européens élus. Élus, oui. Qui trahissent leur peuple. Ces dirigeants européens obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples, et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, mais moi je serais favorable. Enfin, mais rien, zéro. Grave, en revanche, attendez, c'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Ce faisant, ils discréditent la politique. Et on voit les niveaux d'abstention. Ils n'écoutent pas leur peuple, ils bafouent le suffrage universel, et, de surcroît, ils discréditent la belle idée européenne. Parce qu'il est évident que dans le monde de demain, l'Europe doit s'organiser. Donc je ne suis pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce qu'on nous caricature toujours, pour la fin de l'Europe. Je dis que ces gens-là, qui tiennent à ce système, parce que l'euro favorise les rentiers, l'euro favorise les grandes multinationales qui échangent entre elles, l'euro favorise outrageusement des banques privées, qui prêtent aux États et qui font un bénéfice, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, sur le taux que leur prête la Banque centrale. Oui, vous avez l'air de dire que vous avez l'air de dire que l'élite politique, cette fois-ci, en profite. J'accuse gravement et je dis qu'il s'est passé quelque chose... Non, mais dites comment elle en profite. Elle en profite parce qu'elle vit dans un monde qui n'est plus celui du peuple. Elle vit en apesanteur, elle ne se rend pas compte de la souffrance des peuples. C'est très facile quand, comme M. Strauss-Kahn, on est entre Washington, Paris, les grands de ce monde. Ce sont la nouvelle noblesse d'État. C'est la nouvelle noblesse d'État. Mais est-ce qu'ils voient que le peuple gronde, que le peuple souffre, et que leur système n'est même pas efficace? Alors c'est facile de demander de la rigueur quand on place des pays dans une situation impossible. Il faut de la rigueur. Moi, je suis pas pour pas faire d'économie budgétaire. Il y a des gaspillages, bien sûr. Mais il faut le faire intelligemment. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, et on l'a vu en France, quand au Parlement, M. Roger y était, je pense dans les tribunes, quand au Parlement, pour le plan d'aide à la Grèce, le Parti socialiste et l'UMP se sont décrédibilisés devant le peuple français en votant à l'unanimité quasiment, sauf votre serviteur et quelques autres, un plan d'aide scandaleux, à main levée. Mais est-ce que vous... Et qu'après, le lendemain, ils votent une rigueur inacceptable. Mais ils sont fous. Ils vont nous précipiter vers un chaos politique. Donc je dis que ces gens-là ont perdu le sens de la mesure. Mais ils ne le font pas. Je pense qu'ils le font, comment vous dire, ils sont sincères pour certains. Ils le font au nom de l'Europe. Mais l'Europe, il faut qu'elle marche. C'est bien de faire au nom de l'Europe, mais il faut qu'il y ait un sens. Donc moi je demande simplement qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent d'être prisonniers de cette oligarchie et qu'ils servent les peuples. Et là on construira une Europe solide. The New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well. What do you, I mean, the Rothschilds family did start the federal, they divided Europe first, took over Europe, the Napoleon. Don't exaggerate. No comment on that, sir? Il va se passer deux choses. Il va se passer dans les 10 années qui viennent un courant centrifugeur qui va être là, en avant vers la grande fusion universelle.
parlera un globish, il y aura un citoyen monde qui favorisera le métissage, les rencontres entre les peuples, l'ouverture aux cultures, des monnaies qui devront de plus en plus s'aligner les unes sur les autres parce qu'on n'aura plus les moyens de s'offrir des cataclysmes, des guerres et des litiges majeurs. Et vous allez avoir un courant, alors ça c'est parfaitement incarné par la gouvernance mondiale, par l'OMC, le Concert des Nations, le G20, tous ces trucs-là. Et simultanément à ça, et c'est là où ça va être très dur, il va y avoir un courant centripétique, c'est-à-dire la résistance des gens d'ici. De partout, des Bretons, des types en boubou, des types en ping, des gens qui sont attachés à leur terroir et qui vont dire mais on m'a dépossédé de mon libre arbitre, de ma souveraineté, je contrôle plus les choses. Comme le disait tout à l'heure. Et donc certes avec des radicalisations, c'est-à-dire éventuellement des conflits locaux, des difficultés, terrorisme, des sabotages de tous les gros systèmes possibles. Une espèce de passivité, se dire finalement. Dominique Strauss-Kahn ne veut pas du tout être président de la France, il veut être président du monde, d'une certaine façon. Et tout ça, vous êtes quand même un peu d'accord pour dire que ça prend très peu en compte les individus. Parce que si le monde est mondial, nous, on vit localement. Si vous voulez résoudre le problème du thon rouge de la Méditerranée, c'est local. Oui, mais combien de temps vous n'avez pas mangé du thon rouge parce qu'il est acheté par les Japonais. Si vous ne le traitez pas à l'échelon planétaire, vous allez voir, c'était pas de ça que je voulais pas parler de ça. Simplement, on se retrouve dans un système qui va être avec une gouvernance mondiale. Mais personnellement, moi, je vote pour qui? Je n'ai pas voté pour le président du FMI. Pour le représentant local, le représentant français du gouvernement mondial. Oui, mais quelle est l'influence? La France est une province aujourd'hui. Monsieur, je le fais déjà, ça s'appelle voter pour son député. Mais qui va défendre les 900 € de retraite de ma maman devant l'Assemblée nationale? Il va aller se battre, ce député. Quel pouvoir il a face au président de l'OFE? C'est pour ça que je doute que Dominique Strauss-Kahn fasse une campagne sur le gouvernement essayez de me couper avec ça. Je doute. Qui a le plus d'influence? Laissez terminer vos négations qu'on change de sujet. Qui a le plus d'influence sur la retraite de ma maman? Le directeur du FMI, le président de l'OMC ou le député? Pour qui j'ai voté et que je connais? Le problème, c'est qu'on va voter pour des gens qui sont totalement désincarnés. Je pense que le président du FMI peut imposer une politique à un pays. Mon député ne peut pas. Pourtant, moi, je vote pour un député. Alors, je vais voter pour qui? Vous votez aussi pour un président de la République. C'est l'élection numéro 1. Comme vous savez, mais ça revient à cette passivité. Je vote tous les 5 ans et le reste du temps, je dois fermer ma gueule. Et je trouve que c'est sain que des Sarfati l'ouvrent entre deux en disant « Dites donc les banques, là, on est là, les citoyens, les gars. Entre les deux élections... » Je le dis pour ceux qui auraient raté le début de cette émission, qui arriveraient, par exemple, Sarfati, c'est le responsable, avec d'autres amis, de l'appel à vider les banques aujourd'hui. Ils se sont servis de Cantona, ça n'était pas Cantona qui était derrière. Dans l'état manifestement malade des démocraties occidentales, qui se manifestent par beaucoup de signes qu'on va un peu analyser, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? L'oligarchie, tous les politiques sont pas des corrompus. Tous les politiques sont des corrompus. Parce que le système est corrompu. Je dis pas la moindre. Où tu fais le candide, où tu prends un peu de compte. Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Donc on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Donc Hollande, il est corrompu, Montebourg, il est corrompu. Oui. Attends, c'est le mec qui a fait des mecs. Mais va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir, qui est-ce? Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des lobbyistes qui sont là. Nos politologues ont tout à fait oublié qu'est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose pratiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare, la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et ben là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Sarkozy, par exemple. Moi, j'ai pas d'acrimonie. Il est plutôt sympathique. Mais c'est un soumis, un dhimmi. Il s'est soumis à l'Amérique en faisant rentrer la France dans l'OTAN, un fait.
il s'est soumis à l'islam en créant le Conseil supérieur, etc., alors que l'islam sunnite n'entrera jamais là-dedans, il le sait très bien. L'islam de France, c'est complètement aberrant. Il n'y a pas d'islam de France. Voilà. Et l'islam tout court, c'est l'Oumma. Donc il est ignare, comme Juppé, qui n'a jamais lu le Coran. Et puis enfin, il s'est soumis à Bruxelles. Il a quand même trahi les Français, qui ont voté non. Il a fait le traité de Lisbonne. Et puis Hollande a continué. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils sont à Paris, ils expliquent pendant tout l'été aux agriculteurs français, il faut acheter français. Vous vous souvenez de ça, avec le FOL? Il faut acheter français, Mais c'est pas possible. Ils ont signé des traités qui interdisent ça. Donc comment peut-on d'une main signer des traités qui affaiblissent la France, qui la livrent aux commissaires, aux banquiers, aux prétoriens, à tous ces gens qui sont des gnomes, des gnomes qui veulent détruire les nations. Et en même temps, comment ils peuvent s'adresser aux Français et dire on va essayer d'arranger vos affaires et de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de la sécurité, etc. Si après dénommer Banque Centrale Nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque Centrale Européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Sous des termes un peu techniques, il faut comprendre que ça veut dire ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que ni la BCE ni les banques nationales, aucun des 27 États membres ne peut désormais faire ce qui avait été la règle depuis, depuis Jésus-Christ jusqu'à 1973. C'est donc la raison numéro 2 de sortir de l'Europe. Si nous voulons en finir avec un endettement public continuellement croissant qui résulte d'une spoliation de la nation par des banques privées, alors il faut obligatoirement que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État et des collectivités publiques. Ça veut donc dire que la France abroge l'article 25 de la loi de 1973 dont je parlais tout à l'heure, mais ça veut dire qu'il y a un article qui surplombe d'un point de vue juridique le tout qu'il faut également faire sauter, c'est l'article 123 du TFUE. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Planétaire, la démocratie ne serait plus légitime à pouvoir les résoudre. La démocratie ne peut se traiter ou être efficace qu'à l'échelle planétaire. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Le gouvernement mondial, il est là. Le gouvernement mondial, il est là. La question du nouvel ordre mondial n'est pas un sujet anodin. C'est même le grand sujet de notre époque, et tout le reste ne pèse guère à côté. Car vous allez le voir, il recouvre tout. La démocratie, le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement, la paix. Il n'y a pas de définition officielle du nouvel ordre mondial, mais l'idée générale est la suivante. Le nouvel ordre mondial, parfois appelé mondialisme, est un projet politique dont le but est la mise en concurrence de tous les acteurs économiques de la planète au sein d'un grand marché unique, avec pour seul critère leur capacité à produire des richesses. L'idée sous-jacente est que la libération totale des forces vives de la société, ces entrepreneurs prétendument créateurs de richesses, seuls capables de tirer vers le haut l'ensemble de la population, serait la seule réponse possible aux 3 défis majeurs que l'humanité devra affronter au cours du XXIe siècle. La destruction de l'environnement, la pénurie des ressources et le choc des civilisations. Une définition brutale dans sa simplicité, qui a priori n'offre aucune possibilité de contestation. C'est le nouvel ordre mondial ou la mort.
Et pour forcer le trait, on vous explique en plus que seuls les imbéciles et les simples d'esprit voudraient s'y opposer, avec parfois comme une mise en garde, une accusation de racisme et d'antisémitisme qui pointe le bout de son nez. Souvenez-vous, c'est exactement le même son de cloche qui vous avait été seriné pendant la campagne pour le référendum de Maastricht il y a 20 ans. On connaît la suite. La vérité qui vous est soigneusement cachée, c'est que ce projet politique à l'échelle du monde n'est rien d'autre qu'une fuite en avant du capitalisme libéral qui est lui-même à l'origine de ces grands défis planétaires et qu'en coulisses, une oligarchie insatiable poursuit un tout autre objectif. La course au profit, sans aucune considération d'ordre moral, hors la nécessité de préserver une apparence respectable. Pour mieux vous tromper, les médias et la classe politique dominante nous parlent de nouvel ordre mondial et de mondialisation sans vraiment distinguer ces deux notions. Pourquoi d'ailleurs prendrait-il cette peine, puisqu'à les entendre, elles recouvrent un seul et même phénomène dont vous ne pourrez échapper, et qui impose certes des changements dans vos habitudes et aussi des sacrifices, mais qui à la fin ne peut apporter que bien-être et prospérité. Nouvel ordre mondial est quant à lui, et je le dis sans crainte et sans passion, une dictature implacable qui avance masquée, non pas dans le but de conduire l'humanité vers des jours meilleurs, mais dans celui de préserver un système économique et social, où l'homme n'est juste qu'un robot, à la fois producteur docile et consommateur compulsif, au bénéfice d'une oligarchie apatride. C'est en plus de la mondialisation, le choix politique d'éliminer les obstacles culturels et réglementaires aux échanges des biens et services, aux flux migratoires et aux mouvements de capitaux. En clair, l'élimination des frontières. Poursuivi par l'élimination des souverainetés nationales et enfin couronné par l'instauration d'une gouvernance mondiale qui par définition ne peut être qu'une dictature tant on imagine mal que le peuple puisse dans ces conditions conserver une once de souveraineté. Le nouvel ordre mondial ou mondialisme, qu'il ne faut pas confondre avec mondialisation, je le répète, est lui bel et bien une doctrine totalitaire, dirigée vers un but précis, la maximisation des profits pour le détenteur du capital, au besoin par la force, si les citoyens, lorsqu'ils comprennent bien de quoi il en retourne, se prêtent à le combattre. L'argent est le nerf de la guerre, et le nouvel ordre mondial n'y déroge pas, bien au contraire. L'oligarchie qui le dirige dispose à cet effet d'une puissance financière estimée à 100 trillions de dollars, soit 100 000 milliards de dollars. Environ 50 fois le PIB d'un pays comme la France. D'où je tire ce chiffre? Il s'agit à plus ou moins 10% près du montant des avoirs dont les grandes superbanques assurent la gestion. Cette force de frappe, le nouvel ordre mondial s'en sert pour d'une part corrompre la classe politique, et d'autre part pour rémunérer grassement une hyperclasse parasite composée de cadres supérieurs, banquiers et industriels, et des personnalités influentes du monde des médias et du spectacle. Sans dette publique, le nouvel ordre mondial n'aurait virtuellement aucun pouvoir sur les États. L'idée communément admise et en apparence rassurante qu'un État ne peut pas faire faillite est vraie. Mais c'est en fait une règle diabolique pour les peuples. En apparence, elle semble rassurante, parce que la faillite est perçue à l'instar de ce qui se passe dans le privé, comme une déchéance pour le failli. Mais dans la réalité, c'est tout le contraire. C'est bien l'absence de faillite qui est une véritable catastrophe, puisqu'elle signifie en fait qu'une créance sur l'État doit être remboursée à n'importe quel prix, même au prix de la vie des hommes. Vous l'avez donc deviné, même si les hommes politiques et les experts, parfois présentés sous l'étiquette trompeuse de philosophes, sont les principaux avocats du nouvel ordre mondial dans les médias, c'est bien une oligarchie financière de quelques centaines d'individus qui tire les ficelles
et qui constitue déjà de manière informelle une sorte de gouvernement mondial occulte en arrière-plan des institutions politiques nationales, et qui les contrôle dans le but d'obtenir l'abolition de toutes les entraves à leur inépuisable quête de profit. Dans ce gouvernement mondial virtuel, on rencontre les dirigeants des principales banques internationales, les dirigeants des plus importants fonds de capital risque, les dirigeants de certaines grandes entreprises multinationales, principalement dans les secteurs clés comme la santé, l'agrobusiness, la défense, les médias et le luxe, des politiciens et des militaires de haut rang, souvent proches des lobbies sionistes, qui influencent de manière décisive la politique extérieure des États-Unis et de quelques autres pays, notamment la France. En dessous de ce petit nombre d'individus, qui en quelque sorte est le sommet de la pyramide, on trouve les principaux élus politiques du monde occidental et les responsables des grandes organisations transnationales telles que le FMI, l'OMC et la Commission européenne, qui ne sont tous que des exécutants dociles, car totalement corrompus. Une corruption subtile, fondée sur le chantage et la tromperie, et qui se résume en gros à ceci. 1. Vous êtes là où vous êtes, parce que nous vous jugeons convenable, et que nous avons le pouvoir de vous remplacer en claquant des doigts. 2. Vous devez nous protéger à tout prix, parce que si nous tombons, tout le système s'écroule. On trouve plus bas de la hiérarchie des hauts fonctionnaires, des leaders d'opinion, des experts et quelques chefs d'entreprise. L'ensemble sous la surveillance étroite des loges maçonniques, des organisations juives nationales et autres clubs et associations peu connus du grand public. Des réunions périodiques telles que le Bilderberg, le Siècle ou le Forum de Davos, dont l'importance est d'ailleurs largement surestimée, ont juste pour but de s'assurer que tout ce petit monde ainsi que leur relais dans la presse, éditorialistes et journalistes influents, ne dévie pas de la ligne imposée par l'oligarchie. Comme citoyen lambda, le paradoxe est que vous adhériez à l'idéologie socialiste héritée du système des valeurs des Lumières, ou qu'au contraire vous soyez partisan de l'ultralibéralisme qui place l'individu au-dessus de la collectivité, importe peu. Dans un cas comme dans l'autre, le nouvel ordre mondial doit être combattu. Tout simplement parce qu'il n'est pas ce qu'il prétend être, et va immanquablement conduire l'humanité au chaos. Arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà, le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus, que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà. This is a constant subject for our discussions, and we are discussing the questions of setting up a new set or emergence of a new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity.
jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010, donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main, c'est clair. Voilà.